Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cafetech avec Imen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Matteo Danino, membre de la Core Team Symfony X. Oui, l'équipe qui façonne l'expérience utilisateur au cours de Symfony. On va parler de son parcours, de l'envers de décor de la communauté open source et de ce que signifie penser UX quand on est dev. Pour commencer doucement, si tu devais te présenter simplement, Matteo, comment tu peux le faire? Du coup, bonjour, moi je m'appelle Mathéo. Euh, je suis effectivement membre de la core team UX. Euh, mais au-delà de ça, je suis un développeur. Aujourd'hui, je suis freelance, je viens de commencer en tant que freelance. Parce que du coup, maintenant, je suis aussi propriétaire d'un petit bateau. Et donc, j'essaye de faire ma vie où j'essaie d'être un peu sur le bateau, un peu en train de coder à Paris. Donc voilà, voilà. Et avant qu'on replonge dans la tech, justement, j'aimerais qu'on parle d'un truc un peu différent. Il y a eu un moment où tu as sérieusement envisagé de tout quitter, de prendre ton bateau, les voiles et de partir vivre un rêve d'enfance. Raconte-nous, qu'est-ce que vraiment qui t'a poussé à envisager cette aventure? Et surtout, qu'est-ce que tu as appris sur toi ou sur ta manière d'aborder ton travail aujourd'hui? Euh, ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, j'ai pas fait d'études. En fait, dès que j'ai pu partir de France, je suis parti de France. Donc, à 18 ans et 3 jours, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti en Nouvelle-Zélande. Et donc, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Et puis là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un bateau. Et donc, avec lui, j'ai traversé une partie du Pacifique pendant pratiquement 7 mois. Et il avait 28 ans et je m'étais dit, bah punaise, j'espère qu'avant mes 28 ans, je pourrais avoir cette vie-là. Parce que c'est vraiment beau comme vie. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, quand je suis parti, du coup, bah là, j'ai 27 ans et j'ai acheté mon petit bateau et je suis parti de Guadeloupe et j'ai traversé les Caraïbes jusqu'au Panama. Et ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'apporte ça en tant que développeur? Bah, déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un bateau, c'est tout le temps des problèmes. C'est comme du code. Il y a des bugs, tout le temps, parce que la mer, ça casse tout. Et donc, faut toujours trouver des solutions à des problèmes. Et donc, faut se débrouiller avec ce qu'on a. Parfois, on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, faut dealer avec le temps qu'on a. Et voilà, c'est toujours être dans la débrouille. Ça m'a donné confiance aussi dans le fait que je suis capable d'apprendre. Et parce que je pense que une des plus grosses compétences à avoir en tant que dev, c'est la capacité d'apprendre. Et après, ça m'a beaucoup appris aussi parce que j'avais un équipage. Et donc, ce que c'est qu'être capitaine et devoir gérer son équipage dans des situations un peu risquées. Donc voilà, donc ça, on peut le comparer à un manager qui est mis sous pression et qui doit gérer une équipe de développeurs. Parce qu'honnêtement, se lancer dans la mer comme ça fait peur. Il faut de courage, quoi. Ouais, ça fait peur, mais c'est aussi c'est des super bons moments. Oui, ça, c'est sûr, oui. C'est- Déjà, ouais. moi, je respecte vraiment cette envie d'aller explorer le monde, apprendre des nouveaux trucs. Déjà, j'ai bossé avec quelqu'un qui a voulu faire le tour de l'Europe. De toute façon, je fais un coucou à Étienne Le Barlier. Donc, on a bossé ensemble à l'époque. Du jour au lendemain, il a décidé de tout quitter, de laisser un confort, un CDI, un bon poste pour aller faire le tour de l'Europe. Et honnêtement, avec toi aussi, après, Mathieu, parce qu'on a bossé aussi ensemble, et après, tu as décidé de prendre ton bateau et aller explorer le monde, faire ce tour, c'est top, quoi. Et je te salue pour ça, pour ton Ouais. courage et pour cette envie d'apprendre des nouveaux trucs, quoi. Et
c'est ce que fait, en fait, c'est la vie d'un développeur finalement, parce que tout ce que tu as raconté là, ça décrit notre quotidien, mais tu l'as vécu autrement, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Donc voilà, je pense pas que c'est deux vies qui sont... Je pense que c'est deux vies qui se complètent bien. Donc je suis Ouais. content aujourd'hui d'avoir les deux. Ouais, Comment dire, bon courage ouais, et j'espère que tu vas trouver l'équilibre entre les deux, quoi, et tu peux vivre les deux à la fois. ouais, j'espère aussi, c'est le but. Ouais, c'est ça. Ok, donc revenons à la tech maintenant. Il y a quelques années, comment t'es tombé dedans? C'est venu naturellement parce que tu t'es déjà passionné ou plutôt par hasard ou au fil des opportunités? Du coup, moi, ça a commencé, j'ai fait mon premier site quand j'étais au collège-lycée. Parce qu'en gros, à l'époque, ce que je voulais faire, c'était une... En fait, ce qui m'a donné envie, c'était que je voulais créer des choses. Je voulais créer une application qui permette... je voulais créer une application de coach sportif. Parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport et donc voilà, je voulais faire un truc qui me donne mes entraînements, etc. Et donc j'ai appris à coder pour faire cette application. Et après, je me suis rendu compte bah, que je pouvais faire plein de trucs et ça m'avait amusé. Et donc j'ai entretenu ça, voilà, au fur et à mesure des années. Et du coup, et tu te rappelles, tu as commencé avec quel langage ou... Ah, c'était vraiment du basique, c'était HTML, CSS. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je connaissais pas bien et mon oncle, il est développeur et donc je lui ai demandé, oui, comment je peux faire ce site-là? Et puis, du coup, il m'avait montré Symfony. Et il m'avait dit, le jour où tu comprendras le code qu'il y a là-dedans, tu seras un excellent développeur et tu pourras faire tout ce que tu veux. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à... Et donc, en fait, j'ai commencé à coder avec HTML, CSS et Symfony. Et à l'époque, Symfony, c'était en version 3. Tu as bossé quand même chez Sensiola. Et du coup, comment cette aventure a commencé? Et est-ce que tu as été déjà fan de Symphonie avant ou c'est venu après? Mais je pense que quand même, tu Ouais. as commencé un peu tôt avec Symphonie. En fait, du coup, j'ai commencé avec Symfony, je savais pas bien coder. C'était vraiment mes tout débuts de développeur. Et après, et moi, j'ai pas fait d'études non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai beaucoup demandé à la communauté. Et en fait, en fait, j'ai dû très vite, donc j'ai très vite regardé les tutoriels de Ryan, Symfony Cast. J'ai très vite, je me suis très vite mis sur le Slack Symfony Dev. Et en fait, ce que je trouvais fou, c'est qu'ils s'en souviendront jamais. Mais j'ai eu, par exemple, parce que du coup, pour comprendre le code de Symfony, je lisais beaucoup les PR et les issues. Et donc, quand il y avait des PR et des issues que je comprenais pas, et ben, je posais la question sur sur le Slack de Symfony Dev. Et Ok. j'ai eu des réponses de Nicolas Grécas, j'ai eu des réponses de Grégoire Pinault, et ça a changé, ça a changé énormément de choses pour moi parce que j'étais là. Ah, donc en fait, il y a des gens qui sont là pour m'aider, et des gens qui sont forts. Genre des gens que j'admire, et ben ils me répondent. Et donc ça a créé un truc, en fait un cercle vertueux où plus je devenais, plus je travaillais sur Symfony, plus je m'entraînais, plus en fait j'aimais parce que j'avais l'impression de me rapprocher d'une communauté que j'avais pas parce que j'avais pas fait d'études. C'est parce que Intéressant. j'ai vraiment appris à J'ai... coder en lisant Symfony, en regardant les PR des gens et en posant des Ok, questions sur la intéressant, ouais. 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 Et souvent, Mathéo, dans une carrière, il y a un moment ou une rencontre qui change tout. Et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a quelqu'un ou une expérience qui a vraiment influencé ta vision ou la suite de ton parcours?
Ça va être un petit peu émotionnel du coup suite à tout ce qui s'est passé. Mais ouais, pour moi ça a été Ryan. Pour moi ça a été Ryan parce que parce que du coup en gros j'ai commencé à beaucoup répondre aux issues, à aider les gens sur les issues parce que voilà et au PR etc. Et puis après on a commencé du coup j'ai commencé à beaucoup parler avec Ryan par message. Et très vite, il m'a poussé à faire mes premières contributions. Donc en fait, bref, j'avais déjà fait une première contribution par moi-même, mais c'est Ryan qui m'a poussé à faire mes premières vraies contributions, qui m'a aidé à faire mes premiers. On a fait des bundles ensemble, on a fait des composants Symfony X ensemble. Je trouve que c'est vraiment lui qui m'a fait beaucoup progresser. Où pendant plusieurs années, on se parlait tous les jours, il me donnait des feedbacks sur beaucoup de choses, etc. Oh, à l'époque, j'ai compris que tu es proche de Ryan, mais c'est pas à ce point. Ouais, 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 si, si, si. C'est vraiment lui qui Non, m'a mis ouais, le pied à l'étrier dans la contribution et ouais. ouais. Et on a passé beaucoup de temps à parler, etc. Ouais, je lui dois beaucoup. Ça, c'est sûr que je lui dois beaucoup. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doit à Ryan, de toute façon, avec Symphonicast, avec son humour, avec sa façon de faire. Donc, bon, malheureusement que je l'ai pas croisé en vrai, Mhm, mais il y a toute une communauté qui a appris de ses vidéos, quoi. mhm. Ouais, carrément. Et du coup, tu penses que ça a eu un vrai impact sur ta manière de travailler aujourd'hui? Mhm. Ah bah ouais, 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 parce que quand tu fais de l'open source, etc., c'est toujours un peu intimidant. Tu t'as un peu déjà il y a un peu ce syndrome de l'imposteur où tu te dis ah, cette PR elle pourrait être faite par Nicolas Grekas et pas par moi et t'as un peu ce truc là où tu te dis que t'as 1000 personnes qui vont pouvoir voir ta PR etc. Donc il y a un truc très intimidant et d'avoir forcément quelqu'un qui te prend par la main qui te montre que en fait ça va et que t'es le bienvenu, Ouais. ça change beaucoup. Et même même au-delà de l'open source, même il avait une manière un sens du détail et une manière de relire les PR, etc., de penser aux choses que moi j'admirais énormément et il voyait tout. Ouais. Et ouais. Et non, du coup, c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup regardé le travail, c'est sûr, et dont je me suis beaucoup inspiré. Donc une petite pensée à lui et à sa famille. Ouais. Top, quoi. Ouais. Et du coup, Mathieu, plus globalement, quand tu regardes ton chemin là, c'est quoi les plus grands défis ou doutes que tu as dû dépasser? Les plus grands défis ou doutes que j'ai dû dépasser. Euh, je pense que déjà la première chose c'était d'arriver à devenir développeur, tout simplement. Parce que comme je l'ai dit, moi j'étais pas bon à l'école, j'ai pas réussi beaucoup et en France on est quand même très attaché au diplôme. J'ai commencé en fait ce qui s'est passé c'est que moi je me suis fait virer en 2 mois d'une école et du coup après c'était impossible de reprendre les études. Ensuite, j'ai essayé 42, je me suis fait refuser parce que pour des raisons stupides, genre à chaque examen, enfin, je me suis fait virer de tous les examens. Euh, du coup, et sauf que moi, enfin, j'avais envie d'être développeur, mais je me faisais un peu recaler de partout. J'avais un peu ce sentiment. Ouais. Du coup, je pense, le plus gros défi de ma vie, c'est est-ce que je vais réussir, du coup, à devenir développeur par moi-même. Et, euh, et donc ça a été plusieurs années où, euh, où je faisais des trucs dans mon coin et c'est un peu l'open source. C'est un peu grâce à l'open source que du coup après Scientiolab m'a repéré et que j'ai pu travailler pour Scientiolab. Mais du coup sans la communauté Symfony, sans l'open source, j'aurais peut-être pas pu être développeur comme je le suis aujourd'hui. Ouais. Non, c'est intéressant de parler ça.
de Ouais. ça et de partager ton sentiment et que c'est grâce à l'open source que tu es aujourd'hui développeur, quoi. Ouais, et puis à Sensiolab, en vrai, qui m'ont fait Oui, confiance, c'est alors que j'avais pas beaucoup d'expérience à l'époque. ouais. On va parler un peu technique quand même. Là, tu fais partie de la core team de Symfony X, ce qui n'est pas rien. Et Mhm. déjà, je te félicite. De toute façon, je savais pas que t'as pas fait des études et que tu as un peu galéré au départ. Mais aujourd'hui, il faut que tu sois fier de toi parce que finalement, tu fais partie de la core team de Symfony UX, quoi. Et c'est pas rien. Concrètement, c'est quoi ton rôle dans cette équipe? Le truc, c'est que, en fait, je suis parti en bateau un mois après avoir été mis dans la core team de Symfony X. Mais grosso modo, c'est de continuer à faire ce que je faisais avant. Il n'y a pas un rôle qui change parce que tu es membre de la core team et ça reste de l'open source et du bénévolat. Et en aucun cas, il y a Fabien ou Nicolas qui mettent la pression sur quoi qui se passe par rapport aux membres de la core team. Euh, donc, je dirais pas que j'ai un rôle défini, c'est plus de continuer ce que je faisais, donc c'est-à-dire relire les PR des gens, euh, répondre aux issues, répondre aux gens sur Slack, tout ça, faire évoluer Symfony UX. Moi, je m'intéresse surtout à la partie componente. Dans Symfony UX, c'est vraiment la partie component qui m'intéresse. Donc là, il y a, il y a Toolkit qui va sortir. Je sais pas si vous avez entendu parler de Toolkit, mais ça va être une petite librairie de composants qu'on va pouvoir installer super simplement. Comme ça, voilà, on n'aura pas besoin de faire encore et encore les mêmes composants. Ils seront déjà tout faits. Vous allez pouvoir avoir votre petite modale, vos petits boutons qui seront déjà designés, etc. Donc ça va être cool. Et c'était un projet sur plusieurs années parce qu'en fait, pour en arriver à avoir une librairie de composants, il y avait plein d'étapes avant qu'il fallait faire. Il fallait avoir une manière d'intégrer le CSS correctement. Il fallait que les tweak components on puisse les rendre anonymous. Il fallait que les tweak components ils soient suffisamment performants, etc., etc. Donc, euh, donc voilà, moi la partie qui m'intéresse le plus, c'est toute la partie componente. Juste, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Sûrement, il y a des gens qui nous entendent aujourd'hui, mais qui ne connaissent pas c'est quoi Symfony X. Si tu peux nous donner une définition, c'est quoi Symfony X et qu'est-ce que ça apporte de différent à Symfony? Du coup, Symfony UX, c'est un ensemble de composants et de petits packages qui vont aider sur toute l'intégration de votre front, tout simplement. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, le plus gros composant de Symfony UX, c'est les Twig Components. Et les Twig Components, ça va permettre d'avoir une approche composant. Donc ça va être de penser un peu comme on va penser en React, de découper sa page en plein de petits composants qui sont indépendants. Donc Symfony UX, ça permet de faire ça. Symfony UX, l'un des gros points importants, c'est que euh, pendant longtemps, en fait, on a fait des API avec une application séparée. Et le pari de Symfony Ouais. UX, c'est de dire, ben, finalement, avoir deux applications et de devoir maintenir deux applications avec deux langages différents, deux bases de code différentes, bah, finalement, ça prend du temps, ça prend des ressources. Et que finalement, faire tout sur une même application euh, avec du server-side rendering, bah, en fait, c'est beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, les navigateurs, ils sont capables de faire plein de belles choses qui font qu'au final, on a une utilisateur expérience qui peut être même mieux que si on avait deux applications. Ouais. Et du coup, Mathéo, qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser cette dimension-là? Bon, de bosser plus sur Symfony X et pour Ouais. finalement être Cortu, quoi. Déjà, c'est une raison pratique. Du coup, je voulais rentrer dans la contribution.
À l'époque, c'était là où Ryan était. Et Ryan, c'est un des initiateurs de Symfony UX. Donc c'est un peu lui qui m'a mis là-dedans. Et aussi, il y a un autre point important, c'est que tout simplement, Symfony UX c'est un peu séparé de Symfony. Donc il y a plus de liberté pour les PR. Il y avait plus de choses à construire, de choses nouvelles. C'était plus facile de suivre l'historique parce qu'il était plus petit forcément, comme c'est un nouvel écosystème. Donc tout était un peu plus facile de rentrer dedans. Et puis après, en fait, cette approche composant, moi, c'est un truc depuis le début dans lequel je crois énormément et, et dont je voyais énormément de potentiel et donc j'avais vraiment envie de faire évoluer ce truc-là. Voilà. Ok. Et côté concret, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un projet récent ou une feature sur laquelle tu as bossé et dont tu es particulièrement fier, Mathéo? En fait, moi, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, c'était dans une direction. En fait, tout ce que j'ai fait sur Symfonic, c'était dans la direction permettre aux gens de penser composant. Et donc, en fait, je dirais que c'est pas une PR, mais c'est de voir aujourd'hui que maintenant on est capable de faire une librairie toolkit grâce un peu à tout ce qui a pu être fait avant. Voilà, donc je dirais, ouais, la fierté, c'est qu'aujourd'hui, alors que j'étais même pas là, en plus j'étais sur mon bateau, que les autres ils aient pu sortir toolkit grâce à tout le travail qui a été fait avant. Donc, euh, Ouais. donc la PR dont je suis le plus fier finalement, c'est pas une PR que j'ai faite, c'est une PR que les autres ils ont faite, mais à partir d'énormément de travail qui ont été faits avant. Ouais. Et du coup, on a dit que tu fais partie de la communauté open source. Ça rassemble quoi le quotidien d'un membre de la core team? Est-ce que c'est collaboratif, intense, parfois un peu politique? Là, je voulais connaître les coulisses de la core team. Euh, Honnêtement, moi, comment je vois l'open source, c'est juste échanger et s'amuser avec des amis. C'est, c'est rien de plus que ça et faire évoluer un projet que j'aime. Je me mets pas particulièrement de pression par rapport à ça. Je sais qu'il y en a qui se mettent énormément de pression par rapport à ça. Moi, mon objectif, c'est pas de finir en burn-out. Euh, T'as raison. ouais, je fais les choses que aujourd'hui il y a plein de gens que je suis content de retrouver, même si c'est juste sur GitHub. En fait, je suis content de les retrouver. Ouais. Donc, non, en vrai, moi je vois ça. Moi je vois toutes les contributions. Quand je review une petite paire, je vois ça comme une petite discussion autour d'une machine à café. Finalement, c'est Ouais. un peu mon petit moment de détente, mon petit moment où je suis content. Ah, on arrive à la partie où on va parler conseils, bonnes pratiques et tout. Là, on a parlé que tu fais partie de Core Team Symfony X, tu contribues énormément à l'open source et ce qui en inspire beaucoup. Alors, Mhm. pour quelqu'un qui aimerait se lancer, mais qui n'ose pas trop, tu lui dirais quoi? Ah, je dirais lance-toi, il n'y a rien à perdre. Personne va personne va juger ta paire ou quoi qu'il se passe. C'est, on a de la chance que la communauté Symphonie ce soit une communauté bienveillante. Voilà, il y a peut-être des chances que tu te fasses stoffer, mais ça c'est tout le monde. Stoffer, c'est quand t'as Stoff qui va arriver sur ta paire et qui va te dire ça va pas. Mais ça c'est tout le monde, c'est normal. Oui. Euh, Je pense que c'est ça qui fait peur le plus. Malgré nous, chez Sensio, on a vécu ça à l'entrée de chez Sensio avec notre fameux projet qu'on le fait en arrivant et que tout le monde chez Sensio arrive pour te faire des retours. Donc, ouais, normalement, on a l'expérience. ouais. Après, je sais pas. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal de faire des erreurs.
Parce Oui, que, oui, ouais. oui. c'est- De toute façon, Symfony, c'est une base de code tellement énorme. T'as des contributeurs, ils sont là depuis 20 ans. Donc, ils connaissent par cœur tout ce qui se passe et tout ce qui doit être fait, etc., etc. Donc, c'est normal d'être un nouveau, c'est normal de pas connaître certaines choses, mais je pense que toute contribution est bienvenue quand la contribution elle a des bonnes intentions. Et du coup, d'après toi, Mathéo, qu'est-ce qui fait un bon contributeur? Est-ce que c'est la technique, l'état d'esprit ou la régularité? Euh, un bon contributeur, moi je pense que c'est quelqu'un. Déjà, faut être vachement à l'écoute parce Ouais. que Un bon un bon contributeur, déjà, c'est quelqu'un qui est capable, qui est un... En fait, je pense que c'est beaucoup de capacités sociales. Parce que, par exemple, un truc qui est très compliqué, c'est quand quelqu'un il fait une issue, d'arriver à réellement comprendre le problème. Et ça, il y a plein de très bons contributeurs que je vois. Moi, je lis l'issue, j'ai complètement compris le problème autrement, alors qu'il y a des meilleurs contributeurs que moi qui vont être capables de comprendre très bien l'issue. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait de, il y a ce souci du détail, souci du détail, mais aussi la connaissance de la code base. La connaissance de la code base elle est très Oui, importante aussi. Parce que oui, un très bon contributeur, il va arriver et, et il va lire la PR de quelqu'un et il va voir une ligne qui peut paraître insignifiante, il va voir toutes les répercussions qu'elles peuvent avoir sur le reste du code. Et après, ben, je pense qu'un très bon contributeur aussi, c'est quelqu'un qui donne envie de contribuer aux autres. Parce que finalement, je pense que le projet Symfony, c'est pas fait parce qu'il y avait juste Fabien Potentiel, c'est fait parce qu'il y a des milliers de gens qui ont ouais. contribué. Et donc un contributeur qui va donner envie à d'autres gens de contribuer, ça va forcément bénéficier à la communauté. Oui, et je pense aussi la bienveillance. On peut Ouais, pas traumatiser quelqu'un parce qu'il a fait contribuer à quelque chose qui va pas. On peut peaufiner le truc si ça peut être mergé ou ajouté, où on mhm, voit qu'il y a de l'ajout au framework, quoi. ouais. Ok, merci. Et si tu devais donner là 3 conseils concrets à un développeur ou une développeuse qui débute aujourd'hui, ça serait lequel? Moi, je dirais qu'il faut lire un maximum de code de gens qui ont des projets qui marchent bien. Donc, typiquement, faut lire le code de Symfony. Moi, je recommande de lire au maximum le code de Symfony, de lire au maximum les PR, d'essayer de comprendre au maximum le code que vous utilisez en fait. Euh, D'ouvrir les vendors. Moi, le plus gros conseil que je peux donner, ouais, je pense que c'est ça, c'est ne plus avoir peur des vendors, d'être capable de les ouvrir et de comprendre ce qui se passe dedans. Je pense que la meilleure documentation, les meilleurs tutoriels et les meilleures ressources que vous pouvez trouver pour progresser, en fait, elles sont dans vos vendors. Dans Symfony, vous avez tous les design patterns. Donc, normalement, si vous avez compris le code de Symfony, vous avez compris tous les design patterns. Je pense que Ouais. presque toutes les features de PHP elles sont utilisées dans Symfony. Donc, si vous avez compris le code de PHP, vous êtes à jour sur les nouvelles features de Symfony, de Ouais. PHP. Et du coup, on va arriver à une petite partie pour ta vision et l'inspiration. Et si on se projette un peu, comment tu vois évoluer Symfony et Symfony X dans les prochaines années? Je, je pense que... Alors moi, je fais un très gros pari là, mais je me lance. C'est que il y a un truc dans lequel je crois, c'est que bientôt les développeurs back ne feront plus que des MCP. Je pense que de plus en plus, on sera payé à faire des serveurs MCP. Et je pense que du coup, là où va se diriger de plus en plus Symfony, ben, c'est à construire ces MCP. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour faire un MCP, on a besoin de tout. On a besoin de Symfony AI qui vient de sortir, bien sûr. Mais on a besoin aussi de Symfony UX parce que maintenant on voit
que ChatGPT, on peut lui envoyer des composants, des petits composants, on peut lui envoyer des trucs componentes, etc. Et il est capable de les intégrer dans le chat. Et puis après, bah, Symfony, on va toujours en avoir besoin, même si on construit des MCP pour l'authentification, pour la validation, pour tout ça, hein. Donc, je pense que Symfony de plus en plus va se diriger pour être au service des MCP, mais rien de ce qui a été fait ne sera obsolète. En fait, on aura besoin de Symfony AI, UX et Symfony Core. Déjà, parlant de Symfony AI, avec l'arrivée et l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, comment tu vois le poste de développeur dans les années qui arrivent? Bah, comme je disais, je pense que ce sera de plus en plus au service de l'IA qu'on va devoir travailler. Je pense que de plus en plus, Internet, ça passera par des chatbots. On fera plus des recherches par Google, on fera peut-être des recherches par chatbot. Et donc, en fait, les chatbots, eh ben, ils iront taper dans nos serveurs MCP. Et, et je pense que du coup, ben, ça sera pensé. Je pense que, je pense que le métier de développeur back, il va pas disparaître. Mais maintenant, on devra penser Internet d'une nouvelle manière qui sera plus orienté autour de l'IA, ouais, effectivement. Mais je crois pas que le métier de back il va disparaître. Ah, on verra. Oui. En fait, là, depuis quelques épisodes, je pose la question et oui, on verra dans quelques années. Est-ce que avec l'arrivée de l'IA, l'évolution rapide, honnêtement, comment ça va changer dans les années qui arrivent, quoi. Mais en fait, pourquoi je pense qu'on va pas disparaître? Parce que je considère que le métier de développeur, c'est pas pondre du code. Pour moi, un développeur, c'est quelqu'un qui va Ouais, ouais. comprendre le métier profondément, qui Il va comprendre ce que son client il a besoin. cherchait des solutions. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'IA, ça, elle le fera jamais. Ok, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous, Mathéo. Et on arrive par une petite touche plus légère pour le podcast. Donc, pour toi, Mathéo, c'est café ou thé? Moi, c'était. Ah, Mm. ça, c'est top, ça. T'es le premier, en fait. Bon, t'es le premier dans l'équipe des hommes qui me dit thé. Ah, c'est top, là. Et du coup, tu prends pas de café. Non, jamais, j'aime pas. Ou t'es pas fan, quoi. J'aime pas trop la caféine déjà parce que ça me fait battre le cœur trop vite. Et en plus, je suis pas super fan du goût. Ah oui, intéressant. Ok, oui, et si ton parcours tech était une métaphore, une métaphore, ou bien une métaphore culinaire, ça serait quoi? Une métaphore culinaire. Ouais, ou une métaphore en sens large. Euh, je pense que ce serait une crêpe parce que du coup, il y a des hauts et des bas. C'est bon, les crêpes, ouais. Tu sais, on fait sauter les crêpes et du coup, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Des fois, hop, c'est cool. Après, hop, moins cool. Et j'espère que je vais pouvoir rester collé au plafond pendant. Voilà. Ok. T'as pas une anecdote ou un truc marrant que tu peux partager avec nous? PR, je l'ai fait et ça a été Fabien Potentiel qui a review ma PR. C'était impressionnant quand même. Ah, ça, oui. Par contre, c'est pour les moments de joie, ça. C'est pas une anecdote, mais Ouais, c'est un truc. Je pense que ça t'a fait peur à cette époque ou pas? ouais, bah c'est impressionnant surtout que Fabien, quand il fait une PR, euh, quand il review une PR, il a jamais l'air très content ou très pas content. C'est toujours très neutre. Et du coup, tu sais pas, est-ce que vraiment t'as bien fait le truc ou pas? Ouais, exactement. Mais, mais Ok. ouais, ma première PR, du coup, c'était ça. C'était un Symfony Live. Il y a, il y a Fabien qui dit bon, bah, il y a eu ce bug, personne l'a vu. Donc là, maintenant, il y a quelqu'un dans la salle qui va être désigné pour faire cette PR.
Et là, t'as quelqu'un à côté de moi qui prend ma main et qui la lève. Et donc, c'était mon premier Symfony Oh, Live. Et du coup, ben, je me suis retrouvé à devoir faire cette PR alors que j'étais tout nouveau. oh, parfois, on a besoin de cette personne dans notre vie pour oser à faire les choses, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et pour Mathieu, lorsque tu codes pas Mm. et t'es pas sur ton bateau, tu fais quoi? Moi, je suis un peu bobo parisien, donc je dirais que je vais prendre des petits cafés. Enfin, du coup, je prends un chai latte avec un petit bouquin. Voilà, parce que j'aime bien lire. Et sinon, je fais beaucoup de sport. Je fais de l'escalade et du basket. Voilà. Ouais, intéressant. Bon, merci beaucoup pour ce moment. C'était inspirant, concret et franchement très motivant. Pour vous qui écoutez, si vous avez aimé cet épisode, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous retenez de cette discussion et qui vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes. Abonnez-vous, partagez autour de vous, parce qu'ici, chaque affaire raconte une histoire de code et de passion. À très vite pour un nouvel épisode de Café Tech avec Imen. Au revoir!